ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matins à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute ! Salut Antoine ! Hello, Comment tu vas ? ça va super et toi? Je vais trop bien, je vais vraiment trop bien, puisque ça fait un moment que toi et moi, on ne s'est pas vus, on ne s'est pas parlé en one-one, et surtout parce que c'est ton comeback dans le podcast, alors bienvenue à nouveau. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir de revenir. Du coup, tu m'as dit un petit peu la dernière fois que j'étais venu, donc ça fait le double d'épisodes depuis la dernière fois que je suis venu, un petit peu plus, C'est ça. environ. Donc, je suis content de revenir. Merci beaucoup pour cette réinvitation. Et puis, on va pas faire un doublon vraiment à proprement parler, puisque la première fois, tu étais venu parler de prix et surtout de comment fixer des prix justes et rentables. Donc, c'était l'épisode 68. Il y a eu pas mal de choses dans ton business, dans ta façon de communiquer, et c'est en fait ce que l'on va aborder aujourd'hui. On va parler de contenu, mais plus précisément de comment avoir une stratégie de contenu qui amène vraiment des résultats. Bonjour, la moula, c'est ce qu'on veut. Avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter ? Tout dépend si les personnes te connaissent ou pas encore. Ok, il n'y a pas de souci. Hello, je m'appelle Antoine Girard, comme on l'a déjà dit. J'aime bien toujours me présenter de la même manière. Je commence toujours par dire que je suis quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a de la valeur à apporter au monde. Et mon but, c'est d'aider les gens à faire en sorte que cette valeur soit vue, estimée, respectée, payée. Et donc, je fais tout ce qui est à ma portée pour faire en sorte que les gens soient choisis pour eux et pas pour leurs tarifs, qu'ils arrivent à vendre même s'il y a moins cher ailleurs, etc. Donc, ce qui fait que la dernière fois, j'ai parlé de pricing parce que ça rentrait dans le cadre de être payé au prix juste. Il y a un moment, il faut fixer des prix justes. Mais j'aborde aussi la stratégie de contenu, notamment pour attirer les bonnes personnes, et la stratégie de marque. Donc, comment est-ce que tu fais pour être choisi pour toi et pas pour tes prix. Et voilà. C'est un peu ça résume un peu tout. Mais c'est un super résumé, mais quel pitch absolument incroyable. On va aller dans le vif du sujet. Vraiment, je vais mettre les pieds dans le plat. On va commencer déjà par l'importance d'avoir une stratégie de contenu bien définie. À quel point c'est important pour les entrepreneurs, entrepreneuses, entreprises qui souhaitent vendre leurs services et ou produits. Alors, le truc, c'est que j'ai un rapport étrange avec cette question-là, parce que pendant longtemps, quand on me posait quand je voyais, oui, il faut avoir une stratégie, etc., je soufflais. Je soufflais fort, pas parce que je savais pas l'importance d'une stratégie, parce qu'en soi, je pense que n'importe qui, tu lui dis, tu fais en sorte d'avoir des résultats, il faut bien que tu mettes un plan en place pour arriver à ce résultat. Tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mais quand on vient parler de stratégie de contenu, la plupart du temps, quand tu vois les contenus sur Internet, etc., ça reste très en surface, en fait. On va te dire, varie les types de contenus, fais du contenu de qualité régulièrement, il faut que, si t'es pas présent, à un moment, ça va pas fonctionner. Si tu mets jamais en avant tes offres, à un moment, ça va pas fonctionner, etc., etc. Et donc, l'importance d'une vraie stratégie, en fait, c'est de vraiment réussir à anticiper. En fait, la partie qui me manquerait la plupart du temps quand on s'imagine une stratégie, la stratégie, c'est pas juste savoir qu'est-ce que tu postes en soi, de savoir que tu fais du contenu éducatif, inspirant, etc. On aura l'occasion d'en parler. Mais c'est aussi, en fait, avoir la capacité de savoir, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe exactement si jamais il se passe tel événement, comment est-ce que tu réagis par rapport à ça, qu'est-ce qui t'amène des nouvelles personnes, qu'est-ce qui fait que ces nouvelles personnes vont commencer à s'intéresser à toi, qu'est-ce qui fait qu'elles s'intéressent à toi, mais après finalement elles vont acheter, etc. Et vraiment créer vraiment cette capacité d'anticipation. Moi, ce que j'aime bien là, comme image quand on parle de stratégie, c'est vraiment faut s'imaginer devant son échiquier là, en train de j'aime bien l'image du jeu de la dame, la série sur Netflix là, où
où tu vraiment t'arrives à anticiper les coûts, etc. Et évidemment, tu réagis à ce qui se passe. Mais vraiment, c'est réussir à cette capacité d'anticipation et aussi, du coup, de pouvoir avoir des résultats malgré les aléas extérieurs. Par exemple, personnellement, récemment, j'ai pas de reel ou de quoi qui a spécialement percé, comment dire, qui a fait des dizaines de milliers de vues, et puis tout d'un coup, il y a T'as plein de pas personnes qui m'ont ça? découvert et tout. Ça m'a pas non, enfin en tout cas pas récemment. J'ai déjà eu, mais comment dire, récemment j'ai pas eu. Tu vois, j'ai moins de 5000 abonnés sur Instagram ou Mhm. quoi. Ça m'empêche pas d'avoir de l'argent qui rentre, Mhm. d'avoir fait des mois à 4000, 5000, etc. Parce que en fait, le fait d'avoir ce côté stratégique te rend, comment dire, moins fragile, Mhm. moins comment dire, sujet aux aléas de oui, mais est-ce que tu fais des vues ou pas, comment dire, est-ce que ton contenu fonctionne bien ou pas, est-ce que ta pub a été bien optimisée. Comment dire, évidemment tu peux tout optimiser, mais ça te permet de pouvoir encaisser, on va dire, les aléas que tu ne peux pas vraiment maîtriser, comme l'algorithme d'Instagram ou Mhm. l'algorithme de n'importe quoi, par exemple. Et voilà. Parfait. On entend entre les lignes, en tout cas, que tu as abordé, sans l'aborder, ce qu'on appelle le parcours de vente. Est-ce que tu peux expliquer justement ce que c'est et pourquoi c'est crucial d'en avoir un, de le mettre en place dans sa stratégie de contenu pour aller de la découvrabilité à la conversion? Le parcours client, le parcours de vente, etc. C'est ce on va surtout l'entendre. Moi, en tout cas, je l'ai surtout entendu non pas dans le cadre d'une stratégie de contenu, mais Mhm. dans le cadre, par exemple, d'une stratégie emailing, comment dire, avec un tunnel de Mhm. conversion, etc. C'est plutôt dans ces milieux-là que que j'en ai entendu parler, où tu vas avoir quatre étapes fondamentales. L'acquisition, donc quand les personnes te découvrent, l'aspect considération, donc la personne t'a découvert, mais elle commence vraiment à se dire que ce que tu fais est intéressant pour elle. L'aspect relation, donc quand la personne vraiment s'intéresse à ce que tu fais, va suivre plus ou moins régulièrement ce que tu fais, etc. Et finalement, l'aspect vente, quand elle décide de passer l'étape achat. Et cette notion de parcours, elle est hyper importante. Même de manière large dans sa stratégie globale et surtout dans une stratégie de contenu, parce que souvent, justement, j'en parlais un petit peu juste avant, quand on va par exemple classer ses contenus sur Instagram, Mhm. donc là j'anticipe un peu une question que je sais, voilà, mais comment dire, quand on va classer quand on va classer ces contenus, souvent on va avoir le contenu éducatif, le contenu inspirant, le contenu engageant et les Mhm. contenus promotionnels. Et comment dire, on va avoir ces quatre types de contenus qui sont, est-ce que basiquement sur Instagram, est-ce que tu cherches à avoir des enregistrements, est-ce que tu cherches à avoir des commentaires, est-ce que tu Mhm. cherches voilà, et en fait tu vas plus ranger ton contenu par type. Est-ce que les gens vont apprendre quelque chose, est-ce qu'ils vont être inspirés, est-ce qu'ils vont ressentir une émotion, etc. C'est pas une mauvaise classification, c'est juste que elle n'induit en rien un cheminement entre que la personne passe d'un point A à un point B. Si je te dis que je vais faire un contenu éducatif, la personne va en ressortir avec une information, certes, mais ça ne m'indique rien sur le fait est-ce qu'elle est plus ou moins proche d'acheter ou pas. Juste, je sais que a priori, si je lui ai appris quelque chose, on croise les doigts pour qu'elle soit plus proche d'acheter quelque chose, mais ça ne m'indique en rien, en fait, est-ce que la personne, elle est prête ou pas à acheter en fonction de ce contenu-là. Et vraiment, le fait de créer ce parcours-là où tu vas dissocier et classer ton contenu, certes, tu peux quand même le classer par, si tu veux, avec est-ce que c'est de l'éducatif ou pas, mais c'est de prendre en compte, ok, est-ce que c'est un contenu d'acquisition, Mhm. en gros, c'est un contenu qui est là pour attirer une nouvelle personne. Est-ce que c'est un contenu de considération qui est là pour faire en sorte que les personnes t'apprécient, commencent vraiment à s'intéresser à toi, qui se disent, je suis tombé sur une perle rare un petit peu. Est-ce que c'est un contenu relationnel, donc qui est là pour entretenir le lien que tu as réussi à créer avec les gens, ou est-ce que c'est un contenu promotionnel, là du coup ça rejoint un petit peu le contenu promotionnel classique, c'est-à-dire qui est là pour promouvoir tes offres auprès des personnes. Et le fait de mettre en place ce parcours-là, ça va être hyper important parce que ça te permet de réussir à identifier quand il y a un problème, il vient d'où. Par exemple, pendant longtemps, j'ai eu, comment dire, j'avais pas j'ai eu une période à vide un petit peu où j'ai eu Mhm. du mal à avoir des résultats. Que ce soit en termes d'acquisition de personnes sur mon compte Instagram ou en termes de conversion. C'est-à-dire que j'avais une audience qui était super engagée. Les gens, ils étaient là, ils étaient au taquet. Ils me disaient, oui, Antoine, on adore ton contenu, tu mérites plus de visibilité, quoi. Mais ils avaient beau dire ça, moi, j'avais personne qui s'abonnait d'un côté et Mhm. j'arrivais pas à vendre de l'autre. Et Ok. j'arrivais pas à comprendre pourquoi, parce que je me disais, si les gens adorent autant mon contenu, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je Mhm. vends pas et pourquoi j'attire pas de nouvelles personnes? Et du coup, le problème venait du fait que j'avais pas mis en place ce parcours-là, de dire, ok, Ok. mais faire du contenu de qualité, c'est good, Mhm. mais c'est pas parce qu'il est de qualité que forcément il va t'amener les résultats que tu souhaites. Mhm.
Ok. Alors, est-ce que toi, tu abordes cette notion de tofu, mofu, bofu dans ce parcours-là, dans ce choix, en fait, du contenu? C'est un équivalent. Alors Ok. moi je l'aborde pas avec ces termes-là, mais c'est un équivalent. Donc avec le top of the tunnel, comment dire, le milieu du tunnel, Mhm. c'est un principe similaire. Ok. Très bien. On va passer du coup au contenu, justement, par rapport à ce parcours-là. Mais avant toute chose, comment est-ce que le contenu pourrait varier en fonction des différentes étapes du parcours de vente, donc de la prise de connaissance à la conversion finale? Est-ce que toi, tu recommandes, je sais pas, justement, en haut du tunnel de conversion, en haut du parcours de vente, tel contenu, etc., etc. Alors, là, ce que je vais dire concerne surtout comment dire, quand on vise d'autres entreprises et surtout qu'on est en prestation de service, parce que, comment dire, et ça va grandement varier. Enfin, ça va avoir une base similaire, mais ça peut varier. Par exemple, si t'as un e-commerce, etc. Mais si tu es dans la prestation de service et tu vises d'autres entreprises, en gros, pour l'aspect acquisition, ce qui va être le plus important, c'est pas tant les conseils que tu donnes ou comment dire, est-ce que tu donnes des trucs concrets, etc. Quoique ça peut aider, mais vraiment le main point pour du contenu d'acquisition, c'est que la personne comprenne que tu comprends son problème, que tu Mhm. as quelque chose à lui offrir par rapport à ça, et surtout que tu as quelque chose à lui offrir qu'elle ne verra pas ailleurs. Ok. Et en général, le contenu qui convient le mieux à ça, c'est les contenus du style pourquoi est-ce que tu as telle frustration. Tu Mhm. identifies la frustration de l'une des frustrations de ta cible. A priori, si tu connais bien ta cible, tu en connais plein. Mhm. Comment dire, elle est frustrée par rapport à ça et ça, ça. Et tu vas faire en sorte de la faire découvrir quelque chose de nouveau par rapport à ça. C'est-à-dire que soit lui faire voir sa problématique sous un angle qu'elle avait jamais vu jusqu'à présent, Mhm. soit lui faire se rendre compte qu'elle peut régler son problème avec une solution simple qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. En fait, vraiment, l'enjeu du contenu d'acquisition, donc du haut du tunnel, Mhm. ça va être vraiment ce côté tilt, créer un truc en mode, ouais, je savais pas ça en fait avant, en tout cas, j'avais pas compris ça comme ça, Ok. comment dire, se créer j'ai trouvé quelque chose que je connaissais pas avant. Ensuite, pour l'aspect considération, donc on commence le milieu du tunnel, on va dire. Euh, ce qui va être le plus important, et en fait, il va avoir deux catégories. À la fois, d'un côté, il faut que la personne te considère de manière, comment dire, pragmatique. C'est-à-dire Mhm. qu'il faut qu'elle commence à considérer ton contenu comme vraiment utile. Et là, on va commencer à donner des conseils, mais attention. Et du coup, comment dire, je vais grignoter un petit peu sur le contenu relationnel. C'est que la différence entre les contenus éducatifs qu'on va faire à l'étape considération Mhm. et les contenus éducatifs qu'on va faire à l'étape relationnelle, c'est que le contenu, comment dire, au début, donc à l'étape considération, on va éviter de donner des conseils qui sont trop durs à appliquer. C'est-à-dire des conseils où la personne va devoir faire un exercice ou devoir se Mhm. poser sur quelque chose pendant plusieurs heures, vraiment fournir une charge de travail. Parce qu'en Ok. gros, quand les personnes sont pas encore très engagées avec nous, ce qui va probablement se passer, même si c'est intéressant, par exemple, tu vas avoir ta vanity metrics. Sur Instagram, tu vas voir ton enregistrement. Enfin, et encore, il faut que le contenu fonctionne. Mais tu vas avoir ton enregistrement. Mais la personne va pas forcément appliquer ce que tu as raconté. Et du coup, même si toi, d'un point de vue metrics, tu penses que ça va fonctionner, d'un point de vue psychologie de la personne, ça n'a pas fonctionné parce que ce qu'on veut pour que la personne se dise, OK, comment dire, cette personne a quelque chose pour moi, c'est que non seulement elle trouve ton contenu intéressant, mais qu'elle ait commencé à avoir des miettes de ce que tu peux lui apporter Mhm. vraiment de manière concrète. Et donc, on va préférer donner des conseils peut-être plus snack, plus légers, mais qui permettent à la personne de commencer à de se mettre en action. Et du coup, la deuxième manière de faire du contenu de considération, c'est plus la considération du coup émotionnelle, Mhm. réussir à faire en sorte que la personne se dise, OK, cette personne, c'est une personne que j'apprécie, qui a l'air d'avoir des valeurs que je partage, etc. Donc et après il reste le contenu relationnel et le contenu de vente, mais le contenu de vente c'est du contenu de vente, mais comment dire le contenu relationnel ça va être plus du contenu comment dire qui en fait c'est celui qui est le moins difficile à produire, c'est celui que la majorité des gens font naturellement. Mhm. C'est le contenu où d'un point de vue éducatif ça va être on va donner des conseils un peu plus concrets, un Mhm. peu plus enfin pas plus concrets parce que le concret il est déjà là, mais plus en profondeur on va dire Ok. quand on donne des conseils aux personnes. Et sur le reste, on va plus commencer à vraiment construire cette relation avec son audience, que ce soit par son storytelling, par le lien qu'on va tisser, etc. Si je peux donner un exemple pour rendre ça vraiment concret, ce que Mhm. je viens de dire, imaginons que j'ai un sujet de contenu qui est comment faire des bonnes accroches sur Instagram. Voilà, Ok. comment tu fais un titre accrocheur sur Instagram. Si c'est un contenu d'acquisition,
en tout cas sur les réseaux sociaux. Comment dire, je vais plus le tourner en mode pourquoi est-ce que les gens lisent pas ton contenu sur Instagram? Et après, dedans, je vais commencer à introduire, oui, mais en fait, s'ils lisent pas, c'est parce que ton titre est pas assez accrocheur et donc, etc. Et je vais introduire un tips, un truc qui fait que ça, mais en fait, les personnes, j'ai pas assez de personnes qui lisent à cause de ce point-là. Ok. Si c'est un contenu considération, j'ai plutôt faire un truc, 5 titres accrocheurs que tu peux utiliser avec ton contenu. Donc, c'est là, c'est snack, tu peux utiliser tout de suite et la personne trouve ça utile, etc. Et si c'est un contenu plus relationnel, je vais plus aller dans quelque chose genre comment est-ce qu'on fait pour construire un titre qui attire les personnes. C'est quoi la psychologie derrière, quels principes psychologiques tu peux utiliser, etc. Ça va un petit peu plus loin que simplement donner juste des titres déjà prêts, etc. pour que la personne comprenne. Mais voilà. Et du coup après finalement il y a le contenu de vente, celui où tu promeus ton offre d'une manière ou d'une autre, etc. Mais celui-là en général il y a pas trop de mal à faire distinction avec les trois autres. Ok, c'est trop bien. Tu as apporté un max de valeur. C'est vrai que tu as beaucoup plus parlé de typologie de contenu. Est-ce qu'il y a des formats que tu vas plutôt préconiser par rapport à la découvrabilité, par rapport au relationnel, par rapport à la conversion, par rapport à tout ça? Alors, je vais commencer large en termes de plateforme. Évidemment, l'acquisition, de manière générale, ça va être plus simple sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc., etc. La partie considération, on peut la faire aussi sur ce genre de format. Ok. La partie relationnelle, en général, on préférera passer sur une plateforme privilégiée. Plateforme privilégiée, ça peut vouloir tout et rien dire, mais c'est juste un endroit où les personnes vont se sentir plus, vraiment les vrais entre guillemets. Donc ça peut être une newsletter, ça peut être un podcast, ça peut être un canal Telegram, ça peut être plein de choses, mais juste un endroit où c'est un peu plus privilégié. Après, t'es pas obligé, tu peux le faire sur le même canal qu'habituellement, mais on va dire au sens large, à préférer avoir un endroit dédié par rapport à ça. Et ensuite, à plus petite échelle, on va dire qu'imaginons que tu n'as que Instagram et que tu veux faire tout ton tunnel sur Instagram. En général, le contenu d'acquisition, surtout si t'as un petit compte, ça va être les Reels, parce qu'en fait, on peut avoir autant de visibilité sur, par exemple, en apparaissant dans l'Explorer avec un carrousel qu'avec un Reel, c'est tout à fait possible. Mais qu'on a une certaine base d'effet de levier quand même. Parce que quand tu viens de démarrer, t'as pas assez d'effet de levier pour apparaître dans l'Explorer, pour avoir autant de visibilité. Donc, les Reels, de manière générale, c'est le plus indiqué, surtout avec un petit compte qui t'apparaît pas encore dans l'Explorer, etc. Et pour le contenu considération, bah, évidemment, les carousels, ça va être tout indiqué. Mais attention, les carousels, faut pas mettre trop de texte dedans. Faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, faut applicable, etc. Et le contenu relationnel, si on a vraiment que Instagram, soit si c'est de l'éducatif, ben ça va être un carrousel assez, assez conséquent là-dessus, ou ça peut être vraiment, comme je parlais de plateformes privilégiées, ça peut être des lives, les stories, évidemment, c'est tout indiqué pour ça. Récemment, Instagram a lancé les canaux de communication, un peu comme sur Telegram, etc. Ça peut se passer ici, etc. Bref, créer ce truc un peu privilégié par rapport aux personnes. Et la vente, du coup, le conseil que je donne de manière générale, c'est que la vente se passe toujours au même endroit que le contenu relationnel. Si tu fais majoritairement ton contenu relationnel en story, ta vente va se passer en story. Si tu fais majoritairement ton contenu relationnel en newsletter, ta vente va se passer en newsletter. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire de vente autre part. Ça veut juste dire que l'endroit où le plus probablement tu vas avoir le plus de résultats avec ton contenu de vente, ben, c'est l'endroit où les personnes sont vraiment en relation avec toi. Donc l'endroit où tu fais ton contenu relationnel. Ok, justement, l'objectif de cet épisode de podcast, c'est de pouvoir avoir des résultats, donc de la conversion. Quels sont les éléments clés, selon toi, que devrait comporter un contenu de vente, un contenu de conversion, pour justement pouvoir convertir? Alors, c'est une question que je vais me permettre de répondre différemment, on va dire. Parce qu'en gros, le truc, c'est que, en tout cas, dans ma manière de fonctionner, la vente va pas se passer sur un instant T. C'est-à-dire qu'on va pas tout miser sur le fait que cette story-là va convertir, ou que ce post-là va convertir, ou que ce mail-là va convertir, etc. C'est plus un effet boule de neige où, tu vas parler de ton offre une première fois, et puis la personne va commencer à s'intéresser, va se dire, oh, qu'est-ce que c'est, etc. Tu vas en parler une deuxième fois pour créer le désir, etc., etc. Et bref, un effet où, au fur et à mesure que tu en parles, plus tu multiplies les fois où tu en parles, plus tu as de chance que la personne, du coup, passe à l'acte d'achat. Et bref, tu vas construire ce désir au fur et à mesure.
Et donc, pour qu'est-ce qui fait un bon contenu de vente? En fait, ça va être le fait de varier, le fait de comment dire de varier les manières dont tu vas parler de ton offre. Comment dire, il y a le pitch classique où tu vas pitcher ton offre du coup, où tu vas comment dire oui, cette offre est faite pour toi si, elle Mhm. est pas faite pour toi si, etc. Enfin bref, la manière classique dont on s'imagine parler de son offre. Mais il y a aussi les autres manières d'en parler. On peut en parler à la suite d'un contenu en mode, ben si tu veux en savoir plus, ben j'ai fait une formation ou j'ai un accompagnement ou j'ai une Mhm. prestation de service par rapport à ça. Il y a le fait, comment dire, de la promotion un peu indirecte, c'est-à-dire tu as reçu un retour client, bah tu te dis ah bah j'ai reçu ce retour-là aujourd'hui, je suis content de l'avoir reçu. Il y a montrer un peu les backstage aussi, de dire bah ok là je suis en accompagnement avec telle personne, on est en train de faire cet exercice, du coup comment dire bah là je suis en train de lui préparer ça pour qu'elle puisse mieux faire son exercice et tout. Ça aussi c'est du contenu promotionnel en soi en fait. C'est comment Mhm. dire tu parles de ton offre et t'es pas obligé de faire un gros pitch à chaque fois. Et en fait c'est surtout la répétition qui va permettre de vendre, surtout parce que du coup là depuis le début j'ai parlé du parcours relationnel, mais en fait le petit plot twist c'est qu'en fait il y a pas un parcours, il y en a trois. Mhm. Comment dire, les trois parcours. Il y a le parcours relationnel, c'est celui dont je parle depuis tout à l'heure, acquisition, Ok. considération, relation, vente. Le parcours de croyance, c'est-à-dire que toutes les croyances que peut avoir la personne sur elle, sur toi, sur ton offre, qui sont fausses au départ et qui doivent être, comment dire, qui doivent être répondues pour, qu'est-ce que c'est quoi la vérité. Et en fait, pourquoi c'est un parcours? Parce que comment dire, par exemple, si la personne, son point de départ, c'est que ce que tu fais vaut pas d'argent et qu'à la fin, on veut qu'elle trouve que ce que tu fais est au prix juste, à part si t'es magicien, elle va pas passer d'une étape à l'autre d'un claquement de doigts. Donc, en gros, vraiment, on peut, comment dire, faire un parcours par rapport à ça. Et finalement, le parcours de conscience, donc, c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose que les personnes ont tendance à voir. Est-ce que je suis conscient d'avoir un problème? Si je suis conscient d'avoir un problème, est-ce que je suis conscient des solutions? Quelle solution est la plus pertinente pour moi, etc., etc. Et voilà, j'ai un peu digressé du coup sur la fin, mais, Mais le troisième parcours, mais c'est quoi? le parcours conscience, genre le fait de comment Ok. dire, le fait d'être conscient de son problème, comment Hmm. dire, enfin conscient de son problème. Est-ce que son problème est ce que le problème que tu règles est prioritaire? Mhm. Et s'il est prioritaire, est-ce que la solution que tu offres est considérée comme la plus pertinente ou pas? Hmm. Et ça, c'est un truc important parce que les gens ont tendance à considérer que le type de service qu'ils vendent est le seul type d'offre qui existe, alors que pas du tout. Et voilà. Ok, c'est trop bien parce que du coup, tu viens un peu quand même de désacraliser cette idée qu'il faut des templates de story, des stories scriptées, des trucs, tu sais, préformatés. Alors oui, ça aide à gagner du temps, mais c'est pas ça la clé du succès. C'est pas ça qui va garantir X, Y nombre de ventes. C'est tout un process, c'est tout un parcours, c'est un mélange de méthodos, entre guillemets, parce que ça te convient, toi, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, entreprise, et parce que ça correspond aussi à la cible. Merci en fait pour cette full valeur. Il n'y a pas de souci. Le truc par rapport à ça, c'est qu'on a vu qu'on a tendance à s'imaginer que tout est misé sur un instant T, une Mhm. story, un appel, un mail, etc. On aura tendance à vouloir faire en sorte, comment dire, avoir peur en fait de dire oui, mais est-ce que c'est assez bien, etc. Et si tu fais partie des personnes qui savent pas trop comment vendre, etc. Moi, je suis pas un closer professionnel, hein, je suis pas un copywriter, je suis pas, comment dire, mon domaine c'est ni le copywriting ni le closing, etc. Ce qui fait que j'arrive à vendre, c'est justement cette histoire de répétition. Et t'as pas besoin de Mhm. d'avoir le template parfait ou le copywriting Mhm. parfait. Évidemment, ça optimise, hein, forcément, ça optimise le tout, mais c'est pas quelque chose de nécessaire pour commencer à avoir des résultats. C'est pas là-dessus que tu devrais mettre tes efforts dans un premier temps. Mhm. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur le contenu histoire et témoignages des clients, justement. Comment est-ce qu'on peut les intégrer quand on en a dans sa stratégie de contenu pour pouvoir renforcer l'impact et la persuasion? Alors, tout ce qui est, alors, les témoignages bruts, c'est-à-dire la personne te fait un retour par rapport à ce que tu fais, en général, ça va être surtout du contenu de vente, donc c'est-à-dire Mhm. qu'on va partager de manière brute, comme on a reçu notre retour brut, on peut le partager brut, ou on va l'intégrer en mode plugin à un autre contenu de vente, c'est-à-dire que tu fais ton pitch de vente, tu intègres ton témoignage, comment dire, tu promeus ton offre d'une manière ou d'une autre, tu vas l'intégrer, mais c'est comment dire, on va pas forcément en créer un contenu dédié, sauf si vraiment c'est purement un contenu de vente en mode regardez mes témoignages et puis comment dire, si ça vous intéresse, venez acheter. Par contre, ce qui est plus le storytelling client, du coup, comment dire, raconter, comment dire, comment j'ai aidé cette personne à faire ci, comment j'ai aidé cette personne à faire ça, etc.
Ça, en fait, en fonction de comment tu le tournes, tu peux le mettre à peu près n'importe où dans le parcours. Si tu veux en faire, comment dire, un contenu d'acquisition, par exemple, tu vas faire, le point de départ va pas, enfin, en tout cas dans ton titre, ça va pas forcément être le fait que c'est une étude de cas, tu peux le mettre en sous-titre, etc. Mais ça va plus être, comment dire, si tu as tel problème, comment dire, pourquoi est-ce que tu as tel problème, comment est-ce que tu pourrais régler ça. Et du coup, l'histoire que tu as eu avec ton client ou ta cliente va servir de vecteur pour justement faire passer ton message au final, mais c'est plus, comment dire, c'est juste pour faire passer le message. L'emphase va pas être vraiment sur le storytelling, ça va juste Mhm. être le meuble, ce qui va meubler ton contenu. Sur un contenu considération, comment dire, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est soit purement la monnaie sociale, mais surtout en fait l'aspect comment dire valeur pratique, c'est-à-dire Ok. que ça va si tu veux faire un contenu de considération, ça va pas suffire de dire oui, j'ai aidé cette personne et grâce à moi elle a eu ça, d'accord, mais comment, t'as fait quoi, Mhm. comment dire, de dire par exemple, je sais pas, t'es graphiste et t'as fait une prestation d'identité visuelle et tu dis ah oui, comment dire, la personne a augmenté son taux de conversion grâce au fait que, comment dire, grâce à l'identité visuelle que j'ai faite, super, mais pourquoi, comment dire, le fait d'avoir changé ça, ça a permis à la personne de tel aspect a fait que, etc. Vraiment, vous donnez la valeur pratique, que la personne se dit, OK, mais moi, je pourrais faire ci, moi, je pourrais faire ça, etc. Et pour l'aspect plus relationnel, du coup, là, on peut vraiment partir sur un storytelling brut, c'est-à-dire, comment dire, cette personne, elle a eu ça, comment elle est venue me voir parce qu'il y avait telle problématique et du coup les enjeux c'était ça et du coup comment dire, on a fait ça ensemble, elle s'est sentie comme ça, pas vraiment un storytelling brut de Ok. comment dire, de type storytelling brut quoi, comment dire, là-dessus, même si en soi comment dire, les types de contenus ils sont pas comment dire, il y a pas une cloison Mhm. comment dire, hermétique entre chaque type de contenu, il y a une partie poreuse entre elles, ce qui fait que par exemple souvent des contenus de considération peuvent marcher pour en tant qu'acquisition forcément, ça va influencer un petit peu le contenu relationnel, etc. Donc voilà, mais sinon, ça, c'est le principe général. Et évidemment, pour l'aspect vente, le storytelling va toujours être attaché au fait de susciter un désir particulier, de dire, OK, cette personne, elle a eu tel résultat, elle a réussi à faire ça, etc. Ce qui l'a aidé, c'était de travailler ça, 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 ça. Ces points-là qu'on a travaillé, c'est ce que je t'aide à faire dans ma prestation, dans mon programme, dans mon accompagnement, dans ce que tu veux. Et donc, comment dire, si ça t'intéresse, let's go, comment dire, tu fais ton appel à l'action vers ton offre. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. On a vu déjà plein de choses. J'ai envie de passer un petit peu à l'étape suivante, qui est comment est-ce qu'on mesure justement l'efficacité de son contenu en termes de conversion, en termes d'engagement, en termes de, en fait, j'avais positionné les objectifs, j'ai besoin de voir si j'ai les bons résultats. Alors, déjà, surveiller les bonnes datas, parce que Mhm. c'est un truc basique, mais je préfère toujours le rappeler parce qu'il y a certaines personnes qui, comment dire, qui regardent pas les bonnes choses sur leur contenu. Par exemple, tu fais un contenu relationnel et tu vas regarder si tu as eu beaucoup d'abonnés à la suite de ton contenu relationnel. C'était pas le but normalement. Comment dire, le contenu relationnel n'est pas là pour t'apporter des abonnés, le contenu relationnel est là pour entretenir le lien que tu as avec ton audience. Donc comment dire, regarder les bonnes datas qui sont pour l'acquisition, forcément le nombre de personnes qui s'abonnent à toi, pour la considération, si c'est de la considération émotionnelle plus de les commentaires, les partages, etc., et si c'est de la considération factuelle, donc de la valeur pratique, forcément les enregistrements. Et pour l'aspect relationnel, ça va être les conversations que tu arrives à créer, donc que ce soit en commentaire, en message privé, comment dire, le fait de vraiment créer du lien avec les personnes, etc. Mhm. Et donc pour mesurer si ça fonctionne, comment dire, forcément ça va être à l'échelle de comment dire, de quel contenu c'était. Donc en gros, tu as posté un contenu, tu veux savoir si il a bien fonctionné, de savoir ok, c'est un contenu acquisition, considération, relation ou vente. Si c'est un contenu admettons relationnel, Mhm. c'est-à-dire ok, est-ce que à la suite de ce contenu, est-ce que j'ai eu des personnes qui ont commenté, est-ce que j'ai eu Mhm. des personnes, est-ce que j'ai des personnes qui ont commenté, mais surtout est-ce que les personnes que je m'attendais qui commentent ont commenté, Mhm. par exemple. Parce que à l'étape relationnelle, surtout si t'as pas une trop grosse audience, si les personnes sont à l'étape relationnelle, a priori tu le sais, tu es au courant parce que tu vois souvent leur tête passer. Pas forcément parce que les personnes commentent, parce que pas tout le monde va commenter ou quoi, mais tu vas les voir souvent dans tes stories ou quoi, Mhm. etc. Et tu vas dire ok, cette personne, tu as pu créer une conversation avec cette personne-là. Et donc voilà. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à Si. ta question du coup. Si, totalement. Parfait. C'est vrai qu'on a plus focus l'ensemble, en tout cas, des conseils sur Instagram, mais je tiens à préciser que c'est la même chose, peu importe le canal de communication que vous utilisez. À partir du moment où vous positionnez les objectifs, c'est important, en fait, voilà, d'avoir les bons KPI en face pour justement pouvoir surveiller, monitorer et ajuster, optimiser, supprimer, bref, tous ces verbes en ER derrière, afin de pouvoir enfin avoir les résultats que vous attendez.
en parlant de résultats, Ouais. si on constate que finalement son contenu sur Instagram, principalement, mais aussi sur l'ensemble de ses canaux de communication, ne génère pas les résultats souhaités, comment est-ce qu'on peut ajuster ça et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que sa stratégie du contenu puisse enfin fonctionner? Alors là, du coup, j'en reviens à mon histoire du début sur le fait de réussir à identifier d'où vient le problème. En fait, le fait de mettre en place acquisition, considération, relation, vente, ça te permet d'avoir vraiment une vision claire de si jamais il y a un problème, bah, tu sais d'où elle vient. Un peu comme si tu avais un tuyau et s'il y a une fuite, tu es capable de savoir elle vient d'où. Et donc la première question que tu vas te poser si jamais tu n'as pas de résultat, c'est est-ce que ton audience actuelle est composée de personnes qui correspondent à ta cible déjà, point de départ. Est-ce que les personnes qui te suivent que ce soit sur Instagram, LinkedIn, sur ta liste email, etc. Est-ce que ce sont des personnes qui correspondent à ta cible? Ok. Si la réponse est oui, du coup, on va passer à la suite. Si la réponse est non, déjà, tu as un problème d'acquisition. Donc, on reprend du départ. Il faut acquérir des personnes, qui correspondent à ta cible. Donc là, dans ce cas-là, l'action à faire, c'est faire du contenu d'acquisition, d'une part, et surtout faire du contenu d'acquisition qui attire les bonnes personnes. Okay. Maintenant, imaginons que tu n'as pas un problème d'acquisition dans le sens où les personnes qui te suivent sont des personnes qui correspondent à ta cible. Bon, déjà, est-ce que tu en as en assez bonne quantité? Si tu n'en as pas en assez bonne quantité, on revient sur l'acquisition. Mais ça, c'est, ça me paraît logique sur ce point-là. Maintenant, les personnes qui te suivent correspondent à ta cible, mais déjà, est-ce qu'elles sont engagées avec toi? Si tu es en newsletter, est-ce que des fois, tu as des personnes qui répondent à tes newsletters? Est-ce que, si tu es sur Instagram, est-ce que des personnes réagissent à tes stories? Est-ce que les personnes te commentent tes posts encore une fois, sur les posts qui sont censés être commentés? Je sais pas, c'est ceux qui sont prévus à cet effet. Si tu as une audience qui est pas trop engagée, déjà le point de départ, avant même de parler de vente, avant même de parler de conversion, etc., c'est d'engager cette audience-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le contenu pour engager l'audience n'est pas le contenu relationnel, mais le contenu de considération. C'est le contenu de considération qui engage l'audience. Le contenu relationnel est là pour entretenir la relation. En gros, si tu fais du contenu relationnel en espérant que tu vas engager ton audience, c'est un peu comme si tu vois une personne, genre vous êtes juste des connaissances, vous vous connaissez pas trop, vous êtes croisés une fois ou deux et que tu commences à déballer ta vie. On se connaît pas. Chacun son truc, etc. C'est un peu le même principe. Le contenu de considération, il est là justement pour construire cette relation-là. Et donc, si pour l'instant t'as pas beaucoup d'engagement, enfin les personnes n'ont pas l'air d'en avoir grand-chose à faire, tu devrais mettre un focus sur ton contenu de considération, avec évidemment le contenu relationnel par la suite pour que les personnes qui passent cette étape-là aient quelque chose à se mettre sous la dent pour pour la suite. Mais vraiment le focus ça va être le contenu de considération. Maintenant, t'as une audience engagée. T'attires assez de personnes, etc. Donc ça n'a pas un problème d'acquisition, etc. Mais tu ne vends pas. La fameuse business friend zone en mode où tout le monde va te dire, waouh, j'adore ton contenu, c'est trop bien et tout, mais il y a personne qui achète. On ne sait pas pourquoi. En gros, la problématique viendra, de l'aspect vente, mais du coup, plus spécifiquement, non pas, c'est pour ça que j'ai introduit les 3 parcours tout à l'heure. En fait, la problématique ne va plus venir de ton parcours relationnel, mais de tes 2 autres parcours. Soit le parcours de croyance, soit le parcours de conscience. C'est-à-dire que si les personnes n'achètent pas alors qu'elles en mode, voilà, vous êtes besties, et vous êtes, les personnes sont hypées et tout, elles sont hyper engagées, elles adorent ce que tu fais, etc. Et qu'elles correspondent à ta cible, mais que tu n'arrives pas à vendre, c'est soit qu'elles ont des freins auxquels il faut que tu répondes au travers de ton contenu qu'elles n'arrivent pas à passer. Donc, auquel cas, du coup, tu vas te concentrer sur le parcours de croyance, soit qu'elles considèrent ce que tu fais comme pas prioritaire ou pas le plus pertinent. Et ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, quand je vais demander à, je reste sur mes basiques, imaginons un graphiste ou une graphiste, si je lui demande, ok, mais tu vends une prestation d'identité visuelle, ça aide les personnes à se différencier, à faire en sorte que on les reconnaisse tout de suite, qu'elles sortent du lot. Ok, c'est qui tes concurrents? Et puis les personnes en général vont me dire, les autres graphistes. Que nenni. Enfin oui, du coup, ce sont tes concurrents, mais en fait, toutes les personnes qui règlent le même problème que toi sont tes concurrents. Donc en gros, la personne pourrait pour créer cette différenciation. La personne peut certes avoir une meilleure identité visuelle, mais elle peut aussi retravailler son storytelling, elle peut travailler son copywriting pour montrer plus sa personnalité dans ses posts. Elle pourrait faire en sorte de travailler sa manière de faire des vidéos pour que la manière de sa vidéo soit très reconnaissable par rapport à elle. Et en fait, si t'as le problème où les personnes à chaque fois elles disent mais désolé, j'ai pas de budget parce que j'ai déjà investi dans X ou que je compte investir dans Y, comment ça se passe
parce que en fait, soit tu vises pas les personnes au bon moment, soit qu'en fait, tu as pas mis en place justement ce parcours de conscience de savoir, ok, quelle problématique a la personne, parce qu'elle a une infinité de problématiques autres que celles que tu règles, quelle priorité elle met là-dedans, et dans celle que tu règles toi, quelle autre solution existe, pourquoi est-ce qu'elle devrait se tourner vers toi, pourquoi ce serait toi le plus pertinent, et donc de faire en sorte de créer du contenu par rapport à ça. Et donc voilà, si jamais tu as un problème de vente, c'est que soit il y a un problème de croyance, soit il y a un problème de conscience du problème, de priorité, etc. Comment est-ce que les entrepreneurs, entrepreneuses, entreprises pourraient trouver l'équilibre entre la création de contenu gratuit pour apporter de la valeur, pour avoir l'acquisition, pour ensuite convertir, et le contenu payant pour générer des revenus? Comment on trouve ce juste milieu-là? Alors, en fait, le truc, c'est que quasiment jamais, ton contenu gratuit va grignoter sur ton contenu payant. Tu peux donner tout ce que tu veux dans ton contenu gratuit. Et c'est rare que, comment dire, tu vas avoir un problème de vente derrière. Par exemple, moi, j'ai tendance à être très généreux. Je crois que ça se voit dans ce podcast. Comment dire, mais ça m'empêche pas de vendre ou quoi. Donc, en gros, en fait, comment dire, en gros, il y a une double question. Soit on parle d'un point de vue stratégique. Si la question est d'un point de vue stratégique, tu peux déballer tout ce que tu veux. Ça n'empiétera quasiment jamais sur ton contenu gratuit. Pourquoi? Parce que, sur ton contenu payant, pardon. Pourquoi? Parce que, comment dire déjà, si tu arrives à donner l'entièreté de l'expertise que tu as à donner dans un post Instagram ou dans un newsletter ou dans un épisode de podcast ou truc, c'est vraiment que t'as pas beaucoup. C'est que comment dire, ça, c'est très limité ce que tu as donné du coup. Comment dire, donc déjà, tu auras probablement peu de comment dire, c'est peu probable que tu arrives à tout donner dans ton contenu gratuit. Maintenant, je veux dire oui, mais il y a plusieurs contenus, donc ça se trouve au fur et à mesure du temps, les personnes vont consommer tout mon contenu et partir, etc. Alors il y a certaines personnes qui vont le faire, hein, certainement, mais ça va absolument pas être la majorité. Et surtout parce qu'en fait, il y a une dynamique qui est complètement différente entre quand les personnes, surtout comment dire. Il y a une dynamique qui est complètement différente quand les personnes vont acheter quelque chose, qui a un programme qui est déjà tout fait, qui va les amener de A à Z, et par rapport à, comment dire, quand tu as un truc que tu vas grignoter les informations par-ci, par-là, etc. J'en ai fait les frais moi-même, d'essayer de, comment dire, de grignoter par-ci, par-là. Ça m'a pris plusieurs années avant de pouvoir vraiment avoir quelque chose comment dire, qui fonctionne pour moi. Et donc voilà. Donc en fait, comment dire, donc d'un point de vue stratégique, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Tu donneras jamais trop aux personnes. À partir du moment où tu vises les bonnes personnes et que, comment dire, ta stratégie et, comment dire, cette stratégie est bien mise en place. Maintenant, si c'est plus une question, comment dire, on va dire plus en rapport avec la valeur de son travail par rapport à ça. En soi, le truc, c'est que partager du contenu gratuit ne va pas amoindrir la qualité de ce que tu fais. En gros, comment dire, comment dire, en gros, c'est à toi de décider ce que tu considères être trop ou pas assez. Mais là, du coup, c'est plus une question personnelle sur, comment dire, là-dessus. Par exemple, moi, comme ça n'empêche pas que je suis payé au prix juste quand je vends mes prestations en tant qu'accompagnement ou, comment dire, quand je vends mes programmes, etc. En soi, mon contenu gratuit, comme mon but, c'est surtout d'aider les personnes, je suis payé au prix juste en ce qui concerne mon contenu payant. Même, comment dire, je suis très bien payé pour cet aspect-là. Donc, comment dire, moi, ça me gêne absolument pas voilà, je donne, je donne sur mon contenu gratuit et ça me sert plus qu'autre chose. Et après, si toi, comment dire, t'as pas envie, etc., c'est pas grave, à condition que tu arrives quand même par exemple, tout à l'heure, je parlais de valeur pratique pour le contenu de considération. À un moment, il va falloir donner quelque chose. Donc, comment dire, parce que les personnes ne peuvent pas deviner que ce que tu fais va vraiment leur être, comment dire, va vraiment leur être utile. Ou bien tu as une stratégie qui se base uniquement sur un aspect ressenti, ce qui est le cas pour certaines personnes et en fonction du type de personne que tu vises, mais c'est quand même assez un cas plutôt particulier plutôt que la majorité des personnes. Et comment dire, les personnes ont aussi besoin de ce côté pragmatique auquel se raccrocher, de voir, ok, je donne des conseils qui vont vraiment être utiles, etc. Et le fait de donner vraiment de la valeur pratique aux personnes, c'est un game changer pour réussir à te faire remarquer, même si tu as beaucoup de personnes qui parlent du même sujet que toi. Par exemple, moi, la stratégie de contenu, je suis loin d'être le premier et je serai loin d'être le dernier à parler de stratégie de contenu. Et pourtant, comment dire, ça fonctionne parce que justement, j'ai tendance à avoir un contenu que les personnes qui me suivent considèrent comme plus concret que ce que d'autres personnes peuvent donner. Et donc voilà. Trop bien. Je suis curieuse, j'ai envie de me transformer en une petite souris, j'ai envie de regarder justement un petit aperçu ou un grand aperçu, à toi de voir ce que tu as envie de nous partager de ta propre stratégie de contenu.
Alors, moi j'aime bien cette question parce qu'elle me permet de déconstruire quelque chose. En Ok. général, quand j'introduis cette notion de parcours, etc., on s'imagine que la stratégie du coup que j'ai derrière et que je mets, c'est un truc, c'est une espèce d'usine à gaz, où en Hmm. mode tout est réglé comme une horloge, où tout est bien fait, tout est ficelé, mon contenu est prévu des mois à l'avance et puis tout est minutieusement préparé, etc. Pas du tout. Mon contenu est préparé maximum une semaine à l'avance et si Ok. c'est des fois le jour pour le jour, etc. Mais comment est-ce que je fais pour garder ma stratégie pour avoir une stratégie, alors que des fois, c'est du contenu plus ou moins spontané, Ok. souvent spontané dans ce que je fais. En fait, c'est, comment dire, mon fonctionnement, c'est que j'ai trois outils principaux qui me permettent de mettre en place ma stratégie. Un outil que j'appelle la matrice stratégique. En gros, c'est un espèce de tableau où tu as Mhm. acquisition, considération, relation, vente en colonne et en ligne, tu as mes piliers de contenu. Genre, comment dire, les Ok. sujets que je traite de manière générale, comment est-ce qu'on fait pour attirer de nouvelles personnes, comment on engage les personnes, comment on fait pour vendre, etc., comment on fait pour se différencier, etc., Mhm. etc. Et du coup, ça fait ça fait un tableau à double entrée où, comment dire, ça fait une matrice où à chaque case, j'ai des pistes de contenu. Donc, comment Ok. dire, par exemple, je veux parler de comment est-ce qu'on a de l'engagement. Donc, comment dire, j'ai ma ligne engagement et je vais aller dans ma colonne qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, est-ce que je veux vendre? Est-ce que je veux attirer une nouvelle personne? Est-ce que je veux, comment dire, est-ce que je veux engager les personnes? Enfin, bref. Mhm. Donc, je vais aller, imaginons que je vais faire de la considération. OK. Donc, comment on fait pour avoir de l'engagement? Colonne de considération. Bon, là, je fais avec ma main, mais les personnes ne voient pas, mais ils vont comprendre le comment dire. Et du coup, tu vas avoir, qu'est-ce que j'ai comme contenu de considération sur ce sujet-là. Et du Ok. coup, c'est pas forcément des idées de contenu précises parce que moi j'aime bien être spontané, mais ça va être des pistes de dire ok, bah là par exemple sur ce sujet-là, je vais avoir X idées pour comment dire avoir plus d'engagement, X idées de contenu Hmm. qui engage les personnes, enfin bref ce genre de choses qui me permet d'avoir ça. Donc moi ce qui me permet d'avoir une base de travail, de savoir ok, comment dire même si je dois faire mon contenu aujourd'hui même, ben je sais juste je me fais référence à cette matrice stratégique Ok. pour savoir quand est-ce que je publie quoi. Deuxièmement, j'ai ce que j'appelle le tableau des croyances. Donc tout à l'heure, je parlais du parcours des croyances, de faire en sorte que les personnes évoluent leurs croyances au fur et à mesure du temps, etc. Et donc de savoir, ok, en fait, c'est un espèce de grand tableau avec beaucoup de colonnes qui montre, ok, la personne passe d'une étape à une étape à une étape à une étape, et qu'est-ce qui se passe entre les deux. Par exemple, si, alors c'est pas un exemple que j'ai dans mon tableau, mais qui souvent c'est l'exemple que je donne le plus parce qu'il est le plus parlant pour les personnes. Ok. Imaginons, tout à l'heure, je parlais du fait que les personnes comment dire, pour passer de l'étape, la personne considère que ce que tu fais est censé être gratuit, elle considère que c'est au prix juste. Sauf si tu fais de la sorcellerie, on passe pas de l'un à l'autre comme ça d'un claquement de doigts. Donc Mhm. il va avoir des étapes intermédiaires. Et l'une de ces étapes intermédiaires, par exemple, c'est ben si elle part du principe que ce que tu fais doit être gratuit, ben c'est ne serait-ce que considérer que c'est ok que ce soit, enfin que ça ne peut pas être gratuit, que c'est quelque Mhm. chose de payant, d'être ok avec le principe. Et donc ça va être une des étapes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et donc de dire ben ok, le type en gros, ça va être de savoir quel type d'argument, de contenu ou de ce que tu veux, tu peux mettre en avant pour faire passer de l'un à l'autre. Et donc là, en l'occurrence, pour prouver que, enfin entre guillemets, prouver que ce que tu fais c'est normal que ce soit gratuit, on va pouvoir mettre en avant des choses du style que bah, c'est ton métier, que bah, ça te demande du temps, l'énergie, etc. Et du coup, ça me permet comment dire, de enchaîner sur autre chose. C'est ce qui fait que, par exemple, ça va faire une distinction claire entre justement ces différentes étapes. Par exemple, le fait de dire que oui, c'est mon métier et ça me demande du temps et de l'argent, ça va à aucun moment convaincre les personnes que ton prix est au prix juste. Ça va juste les convaincre que, comment dire, que ce que tu fais ne peut pas être gratuit. Et comment dire, de manière générale, en fait, du coup, tu saurais même pas quoi faire de ce poste-là si jamais tu Mhm. as conscience que ça t'aide pas à avoir, ça t'aide pas à ce que la personne considère ce que tu fais au prix juste. Mais quand tu as comment dire, ce parcours des croyances, tu sais que ça peut te servir quand même, même si mais tu étais parfaitement conscient que ça va pas arriver jusqu'au bout, mais tu t'as mis une première pierre à l'édifice sur ce plan-là. Et donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième outil que j'ai, c'est comment dire, une liste de, comment dire, c'est un peu comme une identité visuelle, sauf qu'au lieu d'être visuelle, elle est mentale. En gros, Ok. c'est tous les éléments qui constituent ma marque, les éléments satellites de ma marque, les anecdotes récurrentes que je vais mettre en Mhm. avant, comment dire, les running gags que j'ai à l'intérieur, le type d'humour que j'utilise, les métaphores que je vais souvent utiliser, comment dire, enfin bref, tout ça qui me permet de, comment dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de parler de tel sujet, dedans j'ai envie d'intégrer un storytelling, ben, je vais regarder dedans, ok,
quel storytelling j'ai l'habitude de faire, que je peux intégrer dedans. Ok. Ça n'empêche pas de faire un storytelling des fois inédit, mais comment dire, j'ai une base de travail par rapport à ça. Et donc, au quotidien, ça ressemble à, je regarde, comment dire, ma matrice stratégique, je choisis un contenu dedans. Est-ce que c'est l'occasion pour moi de répondre à une croyance? Oui, non. Et si oui, du coup, j'intègre cette donnée-là. Est-ce que comment dire, comment je fais pour que ce contenu ressemble plus à ma personnalité? Du coup, je m'en vais vers ma liste d'éléments de marque, du coup, comment dire là-dessus. Et voilà. Waouh, trop bien. Tu sais, quand tu as commencé à aborder l'idée de j'utilise 3 outils, je me suis dit qu'on allait entendre les mêmes outils qu'habituellement. On a un Notion, on a un Canva et on a un programmateur pour pouvoir publier en toute sérénité, programmer ses posts, etc. Je m'attendais vraiment pas à ces 3 outils. Vraiment, ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Antoine, c'est un truc de ouf, vraiment. Parce que je suis encore super méga giga curieuse, au tout début, tu as dit, enfin, au tout début justement de ta stratégie de contenu, tu as dit que tu postais parfois au fil de l'eau, un peu en mode spontanéité. Ça te stresse pas, toi, par exemple, de savoir qu'aujourd'hui, peut-être, tu n'as pas prévu de post. Combien de temps, en fait, ça te prend pour passer de la réflexion à l'action? Alors, me stresser, non. Mais après, je sais que c'est moi qui est jamais stressé de manière générale. Mais voilà. Mais après, j'ai dit, ça m'arrive au fil de l'eau, mais j'ai réussi à avoir un certain rythme où je prévois une semaine à l'avance quand même. Genre une petite semaine pour Ok. programmer mon contenu. Mais après, comment dire, comment dire, concernant le temps que ça prend, en fait, ça me prend très peu de temps. Parce que, en général, quand tu crées un contenu, il y a deux parties qui sont très longues. La première, c'est de faire germer ton idée et savoir de quoi tu parles. La deuxième, Mhm. la partie exécutive. Sauf qu'avec ces trois outils-là, la première partie déjà, elle va en 2 secondes. Genre, à part, comment dire, soit j'ai une idée de contenu spontané, j'ai envie de parler d'un truc, du coup, j'ai pas dans de réflexion parce que je sais déjà de quoi je parle. Et si je sais pas de quoi parler aujourd'hui, je fais référence à mes trois outils. Et donc, pareil, j'ai pas à réfléchir Mhm. 46 ans pour savoir qu'est-ce que je poste. Donc, comment dire, ça c'est ok. Et du coup, là, il reste que la partie exécutive, créer le post en lui-même. Et donc, pour la partie création, là, ça dépend de tes compétences, des habitudes. En l'occurrence, moi, si c'est un contenu type carrousel, etc., ça va me prendre en général à peu près une demi-heure. Et si c'est un contenu qui me demande un peu plus d'énergie parce que j'ai un peu moins de compétences dedans, style une vidéo, vu que c'est pas forcément mon domaine d'expertise, on va dire, là, ça me prend un peu plus Mhm. de temps. Des fois, quand c'est un truc parlé, j'aime bien scripter la vidéo, donc ça me prend 1 heure et demie au total entre Ok. la rédaction, le tournage et le montage derrière à peu près. Mhm. Et voilà. Mais comme j'en fais moins souvent, donc ça me prend pas beaucoup de temps. Mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça, je préfère quand même avoir une semaine d'avance. Mais si jamais, ah mince, Oui. j'ai pas pu parce que j'ai eu un imprévu, j'ai pas préparé mon contenu à l'avance, il faut que je poste un truc aujourd'hui, et ben je suis pas obligé de soit ne pas poster, soit dire je fais un truc à la va-vite, parce que même Mhm. si je dois dire ok, je dois poster un truc dans 1 heure, je peux dire ok, voilà mes trois outils, du coup je peux faire un carrousel là-dessus et du coup je peux poster mon contenu à l'heure, même si jamais j'ai un imprévu ou quoi. Ok. Est-ce que tu utilises, toi, la technique de recyclage de contenu? Oui et non. Alors oui, dans le sens où forcément il y a des contenus qui reviennent Ok. sur des sujets que j'ai déjà abordés. Non, parce que je le fais jamais de manière Mhm. proactive. Genre, je vais jamais aller dans mes anciens contenus. Ah, je pourrais refaire ça. C'est juste que j'ai des contenus qui sont un peu récurrents, Ok. sur lesquels je reviens toujours. Par exemple, le contenu pourquoi est-ce que tu n'as pas de résultat avec ta stratégie de contenu, où j'introduis l'histoire que j'ai eue avec ma traversée du désert, le fait que j'ai pas eu de résultat et qu'après j'ai mis en place ça. C'est un contenu que je fais de manière récurrente, donc Mhm. c'est techniquement du recyclage de contenu en fait. Mais comment dire, je vais le faire parce que c'est stratégique Mhm. pour moi de le faire. Mais en gros, je fais pas partie. Ah oui, ce contenu-là, il avait bien marché, du coup, je vais le refaire et tout. Donc voilà. Mais en soi, le recyclage de contenu Mhm. fonctionne et fonctionne et s'ancre parfaitement dans ce domaine-là. C'est juste moi comme j'aime bien la spontanéité, je sais un peu moins comment dire, un peu moins le cas. Mais en soi, en fait, avec comment dire, avec cette Mhm. stratégie-là, en soi, quand tu as fait ta matrice là dont j'ai parlé tout à l'heure, en soi, les contenus que tu as définis, c'est les contenus que tu as définis. En fait, tu pourrais y revenir de manière Bien sûr. récurrente. Et comme la matrice elle est assez grande, tu peux très bien avoir un cycle qui n'est pas visible entre guillemets d'un point de vue audience. Comment dire par rapport à ça. Mhm. Et voilà. Trop bien. Est-ce que avec tout ça, il y a quand même une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Et si tel est le cas, évidemment, il faudra y répondre. Ah, là, ça m'a pris un petit peu dépourvu. Euh, Surprise! non, mais là, ça m'a l'air clair, hein. C'est, Mhm.
Ah si, peut-être, comment dire, comment est-ce qu'on fait Oh, comment est-ce qu'on fait, ben justement, j'ai parlé d'acquisition, considération, relation, vente, mais techniquement, bah oui, mais dans quelle proportion on fait du contenu d'acquisition, dans quelle proportion on fait du contenu de considération, dans quelle proportion on fait du contenu hmm, relationnel, surtout quand on fait ça sur la même plateforme, comment ça se passe? ok. Eh ben vas-y, je te laisse, lance-toi. Du coup, la majorité du temps, en fait, comment dire, alors ça dépend de ton objectif du moment. En gros, on va dire qu'il y a quatre grandes situations. La routine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulier, c'est juste, ben voilà, tu comptes attirer des personnes, enfin, engager ces personnes, vendre, enfin bref, la routine, rien de particulier. Ici, en général, on va faire, comment dire, alors là, du coup, évidemment, comment dire, si tu as plusieurs plateformes, a priori, tu n'as même pas cette question à te poser parce que, ben, imaginons, tu as un podcast, une newsletter et Instagram. Bah, a priori, Instagram te sert d'acquisition considération. Le podcast va te servir de considération relation et ta newsletter va te servir de majoritairement relation. Donc, tu vas pas se poser ce genre de questions. Mais imaginons, Mhm. t'es plus monocanal ou par exemple, t'es sur Instagram. Donc, tu vas poster 4 fois par semaine. Ces 4 posts, lesquels doivent être acquisition, lesquels doivent être considération, lesquels doivent être vente. En gros, la majorité, quand même, comment dire, tu peux le faire en acquisition considération. Donc, on va dire que sur 4 posts de la semaine, tu vas faire 2, 3 qui vont être acquisition considération. Et le dernier qui va se battre en duel entre le contenu, enfin les deux derniers, entre le contenu relationnel et le contenu de vente. Mais en fait, comment dire, là, c'est dans la mesure où tu as les stories qui peuvent te permettre de support Hmm. relationnel quasiment tous les jours. Donc là-dessus, donc ça c'est, on va dire qu'il y a une espèce d'équilibre avec un peu plus de contenu d'acquisition de considération quand on va dire de manière classique. Quand tu as une problématique d'acquisition, donc je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, oui, si jamais t'as pas attiré les bonnes personnes, etc. Tu vas faire majoritairement du contenu d'acquisition et un petit peu de contenu de considération quand même aussi pour que les personnes qui arrivent, comment dire, passent à cette étape-là là-dessus. Donc, qu'importe la plateforme sur laquelle tu es, qu'importe comment ça fonctionne, tu fais majoritairement ce genre de contenu. Si jamais tu as une problématique, ben, du coup, d'engagement, que là, ce que tu veux, c'est comment dire, enfin, les personnes ne sont pas engagées et tout, tu mets le frein sur le contenu d'acquisition. Là, tu n'en as pas besoin, ça sert à rien d'attirer de nouvelles personnes si les personnes que tu as déjà sont pas engagées. Donc, comment dire, tu vas faire majoritairement du contenu considération et comment dire, du contenu relationnel. Et finalement, quand tu es dans une Mhm. optique de vente, tu vas, comment dire, alterner contenu relationnel et contenu de vente pour par exemple pendant un lancement ou quelque chose comme ça. Mais du coup, si tu fais un lancement, il aura fallu avant ce lancement, pendant ta période de pré-lancement, faire beaucoup de contenu de considération et du contenu d'acquisition pour avoir ton audience pour être là pour ton lancement, quoi. Et voilà. Waouh, heureusement que je t'ai posé cette question, qui t'a fait poser une autre question avec une super réponse. C'est un super effet domino, trop bien. Dernière question, du coup, comment est-ce qu'on travaille avec toi aujourd'hui? Alors, je suis fort heureux d'annoncer que le jour même de la sortie de ce podcast, je sors mon programme qui s'appelle Pilote ton contenu, qui est un programme qui, en fait, si vous avez aimé cet épisode de podcast, ben, c'était un micro-aperçu de ce qu'on voit dans dans tout le programme Pilote ton contenu, qui est un programme vraiment dédié à faire en sorte ben, que tu aies des résultats avec ta stratégie de contenu. C'est pas un programme où je vais te montrer comment tu fais des vues, enfin, tu fais 10 000 vues sur Instagram ou quoi, c'est pas l'optique, c'est pas le but. Comment dire, vraiment ce contenu-là. Il est, comment dire, ce programme-là est dédié à faire en sorte que, comment dire, tu attires les bonnes personnes, que tu arrives à engager avec elles et que tu arrives à vendre grâce à ta stratégie de contenu. En gros, tout ce qu'on a vu sur l'aspect acquisition, considération, relation, vente, le parcours des croyances, enfin, le fait de mettre en place cette matrice stratégique, ce parcours de croyances, etc., c'est tout ce qu'on fait dans le programme. Évidemment, d'un point de vue très concret. Moi, j'aime pas quand, oui, le blabla et qu'au final, on n'a pas de, comment dire, on sait pas trop comment appliquer concrètement. Vraiment de manière pragmatique, concrète, etc. Et voilà. Donc, comment dire, c'est principalement ce que je aujourd'hui. Après, j'ai des petites offres sur le côté, mais c'est ce que je voulais mettre en avant, surtout ce programme qui sort. Je suis trop content de le sortir. Et voilà. Parfait, trop bien. Le meilleur de tes liens sera en description de cet épisode, bien évidemment. C'était un vrai bonheur, une grande chance de t'avoir dans le podcast aujourd'hui pour ce deuxième épisode. Jamais 203, à ce qu'il paraît. Donc, n'hésite pas à revenir quand tu souhaites nous parler du coup de stratégie de marque, puisque c'est ta troisième spécialité, on l'a vu. Merci beaucoup, Antoine, pour cet épisode pépite, comme tu aimes bien le dire et comme j'aime le dire aussi. C'est absolument incroyable. Zéro rétention d'informations, full valeur. J'en ai pris plein les oreilles. J'espère que les auditeurs et les auditrices ont kiffé être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi, ça m'a fait super plaisir. Et oui, je serais ravi de revenir une troisième fois. Merci beaucoup. Trop bien. À très bientôt, Antoine. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu.
N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveille ton bise. Ciao, ciao!